Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de récif captif où on va faire une FAQ. Vous l'avez vu dans le titre, personne n'est surpris, mais ça se fait de le dire dans la vidéo. Sur les réseaux sociaux, je vous ai posé des questions, je vous ai dit je prépare une FAQ, donnez-moi vos questions et je serai ravi d'y répondre. Donc on va commencer, pour ça je sors les petites notes et on va aller voir les questions que vous m'avez demandées. Pour débuter, on va aller sur YouTube. Je vais vous mettre les petits screens et ainsi de suite des différentes questions. Commentaires. Alors, il y a Tristan qui m'a demandé « Bonjour, Mr. Récif Captif, question sur l'éclairage. Je suis pas satisfait de mes réglages. Quel serait pour toi le meilleur réglage de ma rampe LED, sachant qu'elle a 4 canaux, C1 bleu, C2 blanc, C3 bleu-violet, C4 bleu, rouge, vert, réglable de 1% par 1% sur 8 ans cordialement. » Ce qui est dommage, c'est que tu ne m'as pas dit exactement ce que c'était comme rampe. Donc, c'est pas évident de te répondre comme ça en vidéo, sans te faire un graphe, sans savoir exactement ce que tu as. Personnellement, alors déjà, éclairage 12 heures par jour, là on est d'accord. Montée-descente sur 1 heure. Moi, ce que j'aime bien, c'est monter d'abord avec les bleus violets. Par contre, tu me parles d'un canal bleu, rouge, vert. Celui-ci, perso, je l'utiliserai quasiment pas. Les rouges, chez moi, j'en ai un tout petit peu. Ils sont utilisés à 2-3%. C'est quelque chose qui n'apporte pas grand-chose en récifal, je trouve, à titre perso. Je viens de toucher le micro, j'espère que ce ne sera pas dégueulasse. Donc, ce canal-là, je l'utiliserai pratiquement pas. Par contre, souvent, ce que je conseille, c'est 2 tiers de bleu et bleu-violet, 1 tiers de blanc. Et ça permet d'avoir un éclairage. Alors moi, j'aime bien quand c'est plutôt blanc. Parce que ça permet de ne pas se péter les yeux en famille, quand tu regardes, quand tu montres, et ainsi de suite. Les éclairages vraiment très très bleus tout le temps, c'est bien le matin, le soir. Mais c'est mon avis esthétique. Après, qui suis-je pour juger? Voilà. Mais personnellement, je partirais sur ce type de programmation. Après, je mets des longs plateaux parce que les gars qui te font plein de petits gui-gui, allez hop, ça monte, ça descend, attends, je simule le nuage, le machin, le truc. Si tu as 8 points, t'emmerdes pas avec ça. Tu montes, plateau, tu redescends. Point. Et pour ceux qui me disent, ouais, mais on peut faire, à l'époque, quand j'ai commencé, j'avais du T5, donc des néons. J'avais 12 néons sur 4 programmateurs et ça faisait que j'allumais mes actiniques, donc l'équivalent du bleu-violet. Ensuite, je ramenais les bleus et enfin les blancs. Et ça permettait de faire ma montée en charge sur la journée, de profiter de la fluorescence le matin et le soir et d'avoir un beau bac le reste de la journée. Voilà mes conseils pour ton réglage de l'éclairage. Il y a Johan qui me dit, Johan Jojo, bonjour, comment savoir si le brassage est suffisant et que les pompes sont bien placées dans l'aquarium pour générer le flux merci? Alors, je suis justement en train de faire des essais de brassage chez moi. C'est pour ça qu'ici, il y a une octo qui est réapparue, mais qui est réapparue ici. Parce que avec la modification des coraux, avec leurs pousses et ainsi de suite, le brassage, c'est quelque chose qui va constamment être en un travail. Là, en le mettant ainsi, je me rends compte que je viens creuser là. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est une autre histoire. Simplement, je vois que j'ai comment est-ce que ça s'appelle? Les tubes des verres turbicoles qui sont apparus.
ceux qui sont, on va dire, cachés normalement dans le sable. Pour savoir si on est bien, on regarde sur ces coraux. Là, par exemple, je vois que mon sarcophyton là, il sort moins les polypes. Donc, lui, il en a trop. Ceux-là, là, ils ne les sortent pas non plus. Ils sont très, très fermés. Donc, ce changement-là ne leur va pas. Donc, le principe même du brassage, c'est que c'est un travail permanent. On va constamment regarder nos coraux et en fonction de ça, on va vérifier. L'autre astuce, c'est de temps en temps, tu mets de la nourriture, tu regardes où est-ce qu'elle va et où est-ce qu'elle se pose. Parce que si elle se pose à un endroit, c'est que tu as un endroit mal brassé. À ces endroits-là, il va falloir faire attention puisque tu vas avoir des taux de pollution qui peuvent être à ces endroits-là plus importants. Parce que la nourriture va s'y déposer, va s'y dégrader, générer des nitrites, des nitrates, ammoniac, tout ça. Donc on fait attention aux endroits où la nourriture se dépose. J'ai Anonyme qui me dit « ça gagne bien YouTube ». Non, c'est ridiculement bas ce qu'on gagne avec YouTube. Là, je suis allé à Interzo, ça représente une année de revenus YouTube. L'éclairage qui est là, hein, vous ne le voyez pas, mais il est là, qui permet d'avoir une image un petit peu correcte, représente à peu près 5-6 mois de revenus YouTube. Ce micro, c'est presque 2 mois de revenus YouTube. Autant dire que si les revenus YouTube finançaient mon contenu, il n'y en aurait pas. Ce qui finance mon contenu, c'est mon portefeuille. Voilà. Donc, après, il y aura toujours des gens qui y croiront pas. Non, mais attends. Regardez sur Social Blade, il y a un estimatif. Même si vous prenez la fourchette haute, donc ce que je n'ai pas, c'est ridiculement bas. Voilà. J'espère que je t'ai répondu. C'est la fin pour les questions sur YouTube. Oui. On va passer à Instagram. Là, j'ai 2 questions qui m'ont été posées toutes les deux par Johan Jojo Aqua. Comment savoir si on a un bon brassage pour les coraux? J'ai comme des petites bulles d'air sur les roches qui se forment. Qu'est-ce que c'est? Alors, pour le brassage, je viens d'en parler. On va vérifier. Les bulles d'air, ça arrive au départ, mais en général, après, quand c'est bien brassé, ça n'arrive plus. Ou alors, c'est des algues, ce genre de choses qui peuvent te... Mais pour moi, s'il y a des bulles d'air, c'est qu'il y a un souci de brassage et que c'est pas assez fort. Hein, au tout départ, quand tu viens de démarrer, c'est normal d'avoir des bulles d'air sur les roches parce que tu peux avoir de l'air qui a été emprisonné dans la roche qui ressort et voilà. Mais si tu as un brassage un petit peu correct, normalement ça devrait s'éliminer relativement vite. Et la deuxième question, à quelle fréquence et comment laver le micron-bag? Alors, personnellement, je les lave quand ils débordent. C'est aussi bête que ça. En plus, actuellement, je n'en utilise plus. Je vais tester d'autres méthodes de filtration mécanique. Je vous en parlerai plus tard. Mais les micron-bags, je les passe à la machine quand ils sont pleins. Voilà, voilà. Et c'était tout pour Instagram. Je vais juste vérifier un truc. Ah, en fait, tu m'avais posé la question sur les 2 réseaux sociaux. Haha, petit malin. On va passer sur TikTok. Johan Jojo quoi? Tu m'as spammé de partout. Qui me dit, question con, peut-on mettre un bulleur dans un aquarium récifal comme dans le dessin animé Nemo? Alors oui, oui on peut le faire et oui je conseille d'avoir de quoi le faire. Je m'explique.
je vais chercher un petit truc. J'en ai deux comme ça, c'est des bulleurs sur pile, sur batterie. Hein, donc ça se charge en USB. On vient mettre deux tuyaux. Derrière, on a un diffuseur. Hein, donc comme il y a deux tuyaux, il y a deux diffuseurs. Et j'ai ça toujours chargé à côté de l'aquarium. Pourquoi? Parce que en cas de coupure de courant, et ça peut arriver, ben ça va me tenir 3-4 heures. Pendant ces 3-4 heures, ça permet de brasser l'eau. Alors certes, on va évaporer un petit peu plus, mais ça va permettre de brasser et maintenir le pH. Donc, admettons, j'ai une coupure de courant chez moi. Première étape. L'onduleur prend le relais pour le brassage. Donc, mon bac reste brassé pendant 2-3 heures. Ensuite, je mets un kit comme ça de 2 bulleurs au fond d'un côté et j'envoie ça et j'ai de nouveau quelques heures de brassage en automatique. Comme souvent, ça, j'en ai deux. Ça me permet de, éventuellement, quand la batterie est vide, je passe au second. Et je repars pour 3 heures. Donc, avoir un bulleur, ça permet d'avoir un brassage. Parce qu'à quoi ça sert en fait dans Nemo? Le bulleur de Nemo, à quoi il sert? Il va servir à créer un mouvement d'eau. C'est juste ça. En eau douce, le bulleur permet de créer un mouvement d'eau. On peut même emporter du petit sable fin, si on n'a pas d'eau de brassage, pour faire des cascades de sable. C'est fait avec un bulleur. Hein. Donc oui, on peut utiliser un bulleur en eau de mer. Simplement, le brassage ne sera pas suffisant pour nos coraux. Mais ça permet de maintenir un mouvement d'eau et un échange gazeux sur la surface. Même si le mouvement est lent, il existe et il va nous permettre d'éviter l'asphyxie du bac pendant un certain temps. Donc la question, elle peut paraître toute simple. Tu vois que la réponse est beaucoup plus longue. Et je l'espère que c'était intéressant pour vous. J'ai Fipn Dirt. Salut, selon toi, quel est le meilleur nanorif? Alors, j'ai pas vraiment compris la question. Est-ce que tu parles du meilleur aquarium pour faire du nanorécif? Dans quel cas, comme tu peux le voir, ne faisant pas vraiment de nanorécif, j'ai pas d'avis aujourd'hui sur le sujet. Ou bien est-ce que c'est une personne qui fait du nanorif que tu connais et que tu veux savoir si c'est le meilleur et dans quel cas? Moi, je juge jamais les gens sur leur aquarium. Pourquoi? Parce que on fait tous en fonction de nos moyens. Quand je parle de moyens, c'est en moyens financiers, en moyens de temps, en moyens d'engagement que l'on souhaite y mettre. Et ça, c'est un énorme changement. Donc voilà, ça c'est, on va dire, pour moi, la chose importante, c'est l'envie que tu y mets. Le matériel derrière, c'est pas lui qui va faire le scape, le goût que tu y mets, le choix de tes animaux, ça c'est toi. Le matériel, oui, on peut se faire plaisir sur du matériel, mais derrière l'aquarium, c'est toi. Voilà. Alzheimer 74 qui... J'ai appuyé sur le bouton volume, voilà. Donc il y a Alzheimer qui m'a dit « Salut, ton ancienne population de coraux te manque pas ». Alors, les SPS déjà, c'était pas super mon kiff. Donc eux ne me manquent pas. J'aime bien en voir, que ce soit clair, une belle souche d'acropora, des montipora un peu particuliers, tous les chalices, tout ça. Les chalices, c'est dans les LPS. Mais bon,
j'aime en voir. Après, ce qui me manque un petit peu, oui, c'est l'époque, les Euphilia et tous ces longs polypes qui se baladent dans le courant. Ça me manque un petit peu. Mais, et il me manque de la couleur. J'avoue, faut que je travaille un petit peu pour remettre des choses un peu colorées. Trouver des coraux mous qui tiennent par rapport à ma maintenance, parce que entre l'éclairage, la qualité d'eau et ainsi de suite, comme je suis peu là, je suis peu apte à surveiller tout ça. Donc pour l'instant, j'ai des choses plutôt simples et safe. Je suis en train de regarder qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour remettre un peu de couleur dans l'aquarium. Mais comme souvent chez moi, c'est des choses qui vont être réfléchies, qui vont prendre du temps. Et voilà, je ne suis pas pressé. Mais oui, j'ai envie de rajouter des couleurs. J'ai envie d'avoir un petit peu plus de peps visuel. Mais ça, on va voir ce que je trouve, ce qui me plaît et ce qui est maintenable sans que ça devienne complexe. Parce que si pour avoir cette population colorée, je dois embaucher quelqu'un qui vient me faire la maintenance la semaine, parce que moi, le week-end, j'ai très peu de temps, ce ne sera pas intéressant. Et puis voilà. Et si je viens et je dis oui, j'ai des super coraux, par contre, je vais faire toute la maintenance par le magasin X, Y ou Z, c'est plus moi. Donc, moi, mon plaisir, c'est aussi un petit peu ça. Même si, oui, actuellement, avec mon nouveau job qui est loin de la maison, donc je suis parti toute la semaine, je ne vois mon bac que du vendredi soir au dimanche soir, je fais beaucoup plus simple qu'avant. Mais c'est un choix professionnel. Hein, et en même temps, c'est ce choix professionnel qui permet de faire les vidéos, hein, de financer un petit peu toute cette blague. Et puis voilà. Psychoco qui me dit « Hello, as-tu entendu parler de la technique Michel, aquarium sans écumeur? Merci pour tes vidéos. » Oui, j'ai entendu parler de cette méthode. De mémoire, c'est Récif Facile qui fait ça sur YouTube, qui la présente, l'explique et ainsi de suite. Donc oui, j'en ai entendu parler. C'est intéressant. On voit que biologiquement parlant, il y a beaucoup de choses à voir. Après, est-ce que moi, je me lancerai dedans? Non, parce que c'est une implication de temps que je ne pourrais pas mettre. C'est, je pense, un petit peu plus sensible. Et il y a des connaissances en biologie qu'il faut avoir, un petit peu comme pour du Jaubert, sans maintenant comparer les deux. Hein, mais pour faire simple, aujourd'hui, si la majorité des gens sont en berlinois, c'est aussi parce que ça permet à la majorité des gens de faire quelque chose de sympa. Et sans, on va dire, être biologiste deuxième langue, et expert auprès du CNRS, quoi. C'est plus abordable. Alors certes, on va dépenser de l'argent, on va dépenser et ainsi de suite dans du matériel qui vient suppléer à tout un tas de choses. Donc je suis bien d'accord qu'il y a les gens qui sont adeptes des méthodes sans écumeur. Souvent, c'est parce qu'ils n'aiment pas ça, et puis voilà. Mais derrière, c'est une méthode que je peux conseiller à n'importe qui en berlinois. Il va arriver à s'en sortir. Méthode sans écumeur, il faut vraiment se plonger dans de la bio et ainsi de suite. Tout le monde n'a pas envie. Voilà. Mais ça marche. Simplement que c'est un peu moins mainstream. Et si tu as un souci, il faut aller demander aux personnes qui pratiquent la même méthode
et il y en a beaucoup moins. Donc, moins facile de trouver de l'aide. Voilà, mais oui, je connais la méthode. On va finir par Facebook. Alors, il y a Frédéric Volk qui me dit « Tu peux acheter directement sur place ». Alors, je ne suis pas forcément certain de quoi tu parles. Si tu parles d'Interzo, Interzo, c'est un salon professionnel. Donc, sur place, il n'y a pas d'amateurs. Donc, les stands ne sont pas faits pour vendre ce qu'ils te présentent. Par contre, il peut arriver de dire, bah, tiens, ce produit que tu présentais, plutôt que de le remballer, je te le rachète. Et oui, donc, le dernier jour, on peut racheter des choses. Cette année, ce n'était pas vraiment le cas. Hein, c'était beaucoup plus le cas il y a 4 ans. Mais il ne faut pas y aller pour ça. Ce n'est pas l'objectif premier du salon. Ce n'est pas ça qui va être la valeur ajoutée du salon. La valeur ajoutée d'Interzo, c'est plus la présentation des nouveautés. Ensuite, il y a Nicolas qui dit « Il y a 6 mois, tu nous avais promis la fin de notre passion à cause d'une loi. Elle a été votée. Notre passion n'a pas changé. Ma question, regrettes-tu ton agressivité envers ceux qui te conseillaient plus de pondération et de modération dans ton jugement ?» La loi est passée, oui. Par contre, le fait qu'on se mobilise, ça a permis d'avoir des listes d'animaux qui permettent à notre passion de continuer. Alors, les gens qui sont inconscients du fait qu'il y a des fédérations, il y a des gens qui sont allés se battre au niveau de l'État, donc des ministères et ainsi de suite, pour que ça se fasse. Si ce travail-là, tu ne l'as pas vu, voilà. Donc si ça continue, c'est grâce aux gens qui se sont investis et qui ont permis ça. C'est pour ça que faut adhérer à la Fédération française d'aquariophilie. Il faut voir avec les gens qui font éventuellement du lobbying pour tout ce qui est terrariophilie. Il y a tout un tas de gens qui se sont mobilisés pour que ça reste faisable. Donc moi, quand les gens me disaient « Non, mais de toute façon, ça ne va rien changer » et ainsi de suite, on ne fait rien. Si tu ne fais rien, c'est que tu acceptes tout ce qui va arriver. Et moi, j'avoue, j'aime pas les gens qui font rien et qui, une fois que ce sera trop tard, vont se mettre à pleurer. Je préfère chercher en avance, essayer de mobiliser, sensibiliser et dire ça va arriver et si on ne fait pas gaffe, on va être mangé à cette sauce-là. Et après, dire aux gens, mais réfléchis un peu, regarde autour de toi. Après, je suis peut-être un peu plus sensible à tout ça parce que je travaille dans l'alimentaire, dans la viande, et que donc tous les lobbies végans, je les subis régulièrement. Mais non, je ne regrette pas du tout ma prise de position concernant ces lois. Après, il y a David de chez Refactory qui me demande quand le film de Refactory. Donc la vidéo sur Refactory, elle arrive. Au moment où je tourne cette vidéo, elle n'est pas sortie. Si ça se trouve, au moment où ce sera monté, la vidéo sera sortie, mais oui, ça arrive. Beaucoup de monde la demande. C'est pour ça que je la mets plutôt... je ne l'ai pas mis tout de suite parce que j'ai eu tellement de demandes qu'à un moment, je me suis dit, ils vont regarder tout le reste avant. Non, mais ça arrive. Ça va arriver. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Finalement, cette FAQ, elle était plutôt longue. Elle était très intéressante. Je trouve qu'on a abordé pas mal de sujets intéressants et pertinents. J'espère que ça vous a plu à vous. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, clochez, tout ça. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.